Donc salut à tous, bienvenue sur cette conférence en ligne qui va porter donc sur la location saisonnière. Donc c'est une conférence que j'avais premièrement donnée à un mastermind privé dans le Grand Est français. J'avais filmé pour vous le mettre sur YouTube, malheureusement le son n'était pas passé. Donc je m'étais dit c'est pas grave, on va faire un Facebook Live comme ça tout le monde pourra profiter de ce contenu gratuitement et puis ensuite je mettrai sur YouTube à nouveau. Sauf que le Facebook Live a rencontré quelques problèmes techniques également, il n'y a pas eu toute la vidéo. Donc là, j'ai décidé d'enregistrer cette conférence une troisième fois en offline que j'enregistre donc sur mon ordinateur et que je vais vous mettre sur YouTube et que vous êtes en train de visionner. Donc pour me présenter rapidement, moi je m'appelle Raphaël Carteni, donc je suis l'éditeur et l'auteur du blog clubmillionnaire.fr, donc que vous connaissez certainement. Je suis ancien étudiant en médecine, donc devenu entrepreneur sur Internet, investisseur, entre autres un petit peu immobilier, boursier, un petit peu de business angel. Et je suis devenu indépendant financièrement à l'âge de 23 ans, en moins de 3 ans. C'est d'ailleurs l'objet d'un livre que j'ai écrit au format papier qui s'appelle Des bancs de la fac à l'indépendance financière. Donc vous pouvez retrouver et lire si ça vous enchante. Donc, au programme de cette conférence en ligne, location saisonnière, donc, on va parler de deux choses qui vous intéressent énormément en tant qu'investisseur, c'est comment déléguer sa location saisonnière. On comprend bien que la location saisonnière, ça dégage beaucoup d'argent, mais ça prend beaucoup de temps, donc on va en parler. Et ensuite, on va rebondir sur un petit point, un petit topo sur le juridique et la fiscalité, comment faire pour être en règle, d'autant plus aujourd'hui où ça commence un petit peu à se durcir, où l'étau se resserre sur les investisseurs, ceux qui en font une vraie activité professionnelle, entre guillemets, du vrai business. On va en parler. Et donc voilà, lors du mastermind, lors de Facebook Live, j'avais prévu une session de questions-réponses. Là, on va pas pouvoir le faire puisque je parle tout seul devant mon ordinateur. Mais si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires sur YouTube et moi, je n'hésiterai pas à vous répondre, à venir répondre directement à vos commentaires. La durée de cette conférence, ce sera à peu près 30 minutes, pas plus. Combien d'argent je fais? Entre guillemets, il faut de la preuve sociale, sinon on ne se fait pas écouter aujourd'hui. Donc, faut montrer des chiffres, faut montrer de la viande. Je sais que ça vous plaît, vous adorez ça. Donc, je vous ai mis deux petites stats qui vont vous plaire, je pense, enfin, qui vont parler d'elles-mêmes. J'ai loué jusqu'à aujourd'hui plus de 2500 nuits en location saisonnière. Donc, ça dépend à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, mais en fonction du moment, voilà, j'aurais loué plus de nuits forcément. C'est donc un business que je connais vraiment bien maintenant. Je commence à bien le rôder. 2500 nuits, on a le temps de voir pas mal de cas. Donc je le connais et cette année 2016, donc ça va représenter pour seulement deux appartements un chiffre d'affaires de près de 40 000 euros, en sachant qu'avec ces deux appartements, si je les avais loués en location longue durée, j'aurais pu en tirer un chiffre d'affaires, allez, on va dire de 12, 13 000 euros, pas plus. Donc on se rend compte qu'on fait plus de trois fois le chiffre d'affaires en location saisonnière, donc c'est relativement insolent, il y a vraiment moyen de faire beaucoup d'argent avec les locations saisonnières. Donc là, je demandais aux gens qui faisaient de la location saisonnière dans l'audience. Je ne peux pas vous demander. Et donc, on va attaquer directement sur comment déléguer comme un chef tout en empochant bien sûr un maximum de cash. Alors tout d'abord, pourquoi on souhaite déléguer? Tout simplement parce que vous êtes certainement un investisseur, vous avez donc la mentalité investisseur de vouloir lancer un business, l'automatiser, créer un système et récolter ses fruits tout au long de votre vie. Du moins, c'est la façon dont je pense moi, créer des systèmes qui travaillent pour moi automatiquement. Donc il y a un moment en location saisonnière, il faut déléguer. Peut-être que vous en avez marre également du retard, marre du client qui, bon, c'est pas sa faute, hein, mais qui a un avion qui a pris 2-3 heures de retard, son train, sa voiture qui tombe en panne, du trafic dans les bouchons parisiens, on n'en sait rien. Et vous en avez peut-être marre aussi de nettoyer la merde des autres. Donc voilà, quand il y a des chiottes à récurer, des choses comme ça à faire, quand on reçoit des clients un petit peu dégueulasses entre guillemets, on reçoit parfois des gens pas très propres, des prostituées. Donc là, on va pas en parler aujourd'hui, mais j'avais déjà reçu des prostituées. Donc forcément, quand on retrouve des sécrétions, voilà, des sécrétions tout court, on va pas détailler, ou des préservatifs usagés bien sûr, c'est peut-être pas forcément très marrant. Donc voilà, c'est des choses qui peuvent arriver, même si c'est vraiment l'exception. Là, je dis ça parce que c'est l'anecdote et c'est marrant, entre guillemets. Mais ça peut arriver, donc voilà. Et bien sûr, votre taux horaire est supérieur à celui d'une femme de ménage. Donc il n'y a pas de saut métier, je n'ai rien contre les femmes de ménage. Mais vous êtes un investisseur, on le rappelle, votre but c'est de créer des systèmes, de gagner de l'argent et donc de déléguer à terme le plus rapidement possible. Alors justement, quand il faut déléguer, bah, j'ai tendance à dire le plus vite possible, mais vraiment, parce que voilà, le temps c'est de l'argent, donc plus vous passez de temps à faire du ménage, sur la route, à aller à l'appartement, à revenir, à donner les clés, à attendre le client, c'est du temps où vous ne pouvez pas travailler sur d'autres business ou même profiter de votre vie. Donc le temps c'est de l'argent, il faut très vite déléguer ce genre de tâches. Vous pouvez aussi habiter trop loin du bien, donc justement ça vous fait des frais kilométriques, du temps sur la route pas forcément optimisé, ou alors quand vous en avez vraiment trop marre bah, de toutes les situations qu'on vient d'évoquer juste avant. Qu'est-ce qu'on peut déléguer en location saisonnière? Cette slide, j'aurais pu la résumer en un seul mot, ça serait tout. On peut déléguer que ce soit le check-in, le check-out,
Donc l'entrée des lieux, le ménage, la blanchisserie des draps et des serviettes, la rédaction des contrats, des états des lieux, même si en réalité on n'en fait pas vraiment, la validation de texto, donc voilà, parler avec le client, quand est-ce que tu arrives, est-ce que tu as du retard, des choses comme ça, le réapprovisionnement des stocks, tout ce qui va être PQ, canard WC, sopalin, savon, lingette, éponge, des choses comme ça. Et également le marketing, c'est-à-dire trouver les clients, référencer son annonce, faire signer les demandes de réservation, encaisser l'argent, etc. Donc on distingue en fait vraiment deux types de gestion. Ça va être la full. Donc la full, c'est tout ce qu'on vient de voir avant. Donc toute cette liste-là. Et la logistique, c'est vraiment ce qui se passe sur le terrain. Ça va être en fait le check-in, le check-out, le ménage et la blanchisserie, pas plus. C'est-à-dire qu'en logistique, on gère encore en amont tout ce qui est réservation et échange avec le client. Donc ça, ce sont vraiment les deux types de gestion qu'on peut retrouver en location saisonnière pour en fait quatre modes de rémunération communément admis. Le premier, le plus courant, ça va être le forfait, c'est-à-dire que on va dire qu'on a un forfait, on a un package, c'est-à-dire un check-in, un check-out, un ménage et une blanchisserie. Tout ça, ça fait X euros, on va dire 50 euros par exemple. Et en fait, peu importe que le client soit en retard, peu importe que l'appart soit plus ou moins sale cette fois-ci, peu importe ce qui peut se passer, pendant cette réservation-là, ça sera toujours X euros, toujours 50 euros. C'est un forfait, ça ne change pas. Ça, c'est ce qui est utilisé le plus souvent. Et c'est ce que j'utilise moi personnellement pour mes appartements, le forfait. Ensuite, on retrouve à l'heure. Donc à l'heure, c'est plus souvent utilisé pour ce qui est le ménage. On va dire une femme de ménage, on va la payer X euros à l'heure, 10 euros à l'heure. Et voilà, donc ça c'est utilisé souvent pour le ménage. On dissocie souvent le check-in, le check-out qui est une tâche faite au forfait et le ménage qui est une tâche faite à l'heure. On dissocie souvent ça comme ça. Non, ensuite, le pourcentage. Le pourcentage, ça va plutôt être retrouvé dans les locations de vacances, les locations de vacances à la semaine. Tout ce qui est ski, vacances au bord de mer, îles paradisiaques, enfin, les îles tout court. Là, ce sont des locations à la semaine et on dit à notre gestionnaire, voilà, moi je vais te donner 10, 15, 20% de mon chiffre d'affaires mensuel. C'est-à-dire que si par mois je fais 2000 euros, je te donne 10% de mon chiffre d'affaires, je vais te donner 200 euros à la fin du mois. C'est des maths parce qu'en fait, sur ce genre de location, si c'est loué à la semaine, il n'y a que 2, 3 ou 4 rotations par mois en fonction de la saison. Donc, il y a un travail qui est beaucoup moindre. Donc, on marche sur un pourcentage, c'est plus simple. Quatrième solution qui est beaucoup moins vue, c'est le montant d'une nuit. Donc là, on va dire que peu importe le nombre de nuits réservées sur la réservation, que ce soit 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20 nuits, on va payer le montant d'une seule nuit. Donc si le prix de votre nuit c'est 80 euros, vous allez donner à votre gestionnaire pour chaque réservation, pour chaque rotation, le montant d'une nuit soit 80 euros. Bien évidemment, il ne faut pas que vous louiez pour une seule nuit, sinon vous êtes tout de suite en mode break-even, en mode à l'équilibre et vous ne gagnez pas d'argent. Alors, où est-ce qu'on peut trouver un gestionnaire? Ça, c'est le nerf de la guerre. C'est peut-être la question que vous vous posez le plus. Mais à qui je peux faire confiance? À qui je peux donner les clés de mon appartement pour qu'il puisse gérer mon appartement? En plus, ça va être mal être fait. C'est pas moi qui va le faire. Donc, du coup, c'est moins bien fait. C'est toujours comme ça. Vous savez, quand c'est pas nous qui faisons les choses, c'est toujours moins bien fait. Donc, voilà, c'est compliqué de donner sa confiance à quelqu'un. Il y a plein de solutions en fait pour trouver un gestionnaire. Ça peut être le gardien de l'immeuble à qui on va filer un petit billet au black. Ça peut être un contact spontané sur Facebook lors d'une petite annonce. Ça peut être une annonce sur Le Bon Coin. Ça peut être sur Google, des sociétés spécialisées comme BNB Sitter ou Wellkeys. Airbnb sur son propre site a des groupes de discussion, des sortes de petits forums où des gestionnaires se présentent dans les grandes villes comme Paris, les capitales souvent, Lyon, Marseille. Airbnb organise également des meet-up où des gestionnaires sont présents et se présentent. Donc ça, il faut aller dans les villes. Airbnb organise ce genre de meet-up. Les agences immobilières également, même si je ne vous les recommande pas parce que elles ne sont pas encore vraiment au fait de la location saisonnière. Elles vont vous faire ça rapidement, pas forcément très bien. La qualité ne sera pas là et ça sera plutôt cher. Ça peut être un voisin retraité, ça peut être de la famille. Même si la famille, je ne le recommande pas parce que allier argent et famille, c'est pas toujours bon ménage, vous mieux éviter, je pense. Ça peut être le restaurant du coin, la boulangerie d'en face, une société de ménage spécialisée qui va venir et intervenir entre les réservations. Bref, il y a plein de solutions. Personnellement, moi, j'ai opté pour Le Bon Coin. C'est-à-dire que j'ai mis une annonce en fait sur Le Bon Coin disant que je recherchais un gestionnaire de biens immobiliers, donc quelque chose d'assez vague. Et en fait, je demandais ensuite, voilà, j'avais mis quelques lignes, c'était vraiment très très vague sur l'annonce. Les gens me contactaient, m'envoyaient un message, j'avais beaucoup de demandes. Et en fait, là, je leur envoyais un questionnaire, une sorte de petit quiz que j'avais préparé en amont pour écrémer en fait les demandes. C'est-à-dire dans ce quiz, dans ce questionnaire, je demandais dans quel quartier de Reims vous êtes, est-ce que vous parlez l'anglais, quel travail vous faites et est-ce que vous êtes flexible, quelle vision vous avez de ce métier-là, combien de temps vous pensez faire ça, combien vous pensez toucher en rémunération, est-ce que vous avez déjà investi en immobilier, est-ce que vous connaissez la location saisonnière, qu'est-ce que vous en connaissez, plein de questions comme ça un petit peu pour voir si les gens connaissaient un petit peu ce que j'allais leur demander de faire et si c'était un petit peu la bonne personne.
Si je voyais qu'il y avait des bonnes réponses, on pouvait aller plus loin. Voilà, les personnes qui parlaient pas anglais, les personnes qui n'étaient pas flexibles, tout ça, c'était fini, c'était mort. Les personnes qui étaient trop loin de l'appartement, qui devaient faire une demi-heure de route, c'était mort. Donc bref, j'ai créé déjà bien la sélection comme ça. Si ça se passait bien, on allait boire un café en ville. Vous savez, il y a le feeling, que ce soit pour choisir un gestionnaire, que ce soit pour choisir un locataire, des choses comme ça. Il y a une question de feeling qui est très importante. On peut voir si la personne arrive à l'heure, si elle arrive bien habillée, soignée sur elle, comment elle parle, comment elle s'exprime, ses attitudes. Voilà, c'est plein de petites choses. C'est le feeling, ce qu'on appelle. Voilà, et ça nous permet un petit peu de cerner la personne. C'est le ressenti. Donc on buvait un café, on parlait de tout ça, comment elle voyait la chose, etc. Donc déjà, ça permet d'écrimer. Il y a des gens qui étaient complètement exubérants, complètement en dehors de la réalité, là, je pouvais directement les éjecter. Si ça se passait bien, ils venaient avec moi sur le terrain, ils regardaient comment je faisais un check-in, un check-out, un ménage, une blanchisserie, ils me regardaient faire une rotation complète, deux rotations complètes. Si ça se passait bien, que ça leur convenait encore, et à moi aussi, on faisait l'inverse, c'est-à-dire qu'ils venaient avec moi, mais c'était eux qui faisaient tout, et je les regardais en action faire un check-in, un check-out, je leur disais qu'est-ce qui allait pas, les guidais un petit peu. Et si tout se passait bien, ensuite je leur donnais les clés, ils étaient autonomes à 100% et ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient, enfin, entre guillemets. Ils pouvaient être tout seuls en fait à recevoir les clients et à gérer le business entre guillemets. À savoir que maintenant sur les sites comme Airbnb et compagnie, on a des systèmes de notation d'étoiles sur la propreté, sur l'arrivée, sur le retard, des choses comme ça. Donc en fait, quand vous déléguez votre appartement à un gestionnaire, on sait tout de suite si le gestionnaire fait son taf ou pas parce que derrière on est en contact encore avec le client. On peut savoir si ça s'est bien passé, on peut avoir les notations et donc bah, si ça se passe mal, s'il y a des mauvaises notes, on sait tout de suite que c'est à cause du gestionnaire parce que c'est lui qui gère le business maintenant. On peut le contacter et lui dire écoute là ça va pas, il faut qu'on corrige le tir, il faut que tu t'améliores. Ou si vraiment ça va pas, on peut dire bon écoute là je vois que ça va pas, on va changer, on va arrêter. T'es pas fait pour ce travail-là, je vais prendre quelqu'un d'autre. Bref, vous voyez très vite qu'on a en fait un contrôle sur l'activité en déléguant, même ça à un gestionnaire en fait. Donc, quels sont les atouts du gestionnaire? Ça va être de savoir parler et écrire l'anglais, donc primordial, hein, comme je vous le disais. Être flexible, parce que forcément, il va y avoir des early check-out, des gens qui vont quitter très tôt votre appartement pour aller prendre un avion ou un train, des choses comme ça. Ou un late check-in également, des gens qui vont arriver très tard parce que voilà, ils étaient en retard ou ils venaient de loin, un avion, des choses comme ça. Ça m'est arrivé de faire des check-in quand je les faisais encore à 22, 23, minuit, des fois même 3 heures du mat. Donc là, 3 heures du mat, c'est très très rare et les gens souvent font des cadeaux, mais ça peut arriver. Donc voilà. Il faut également avoir le sens du relationnel avec le client. Forcément, c'est pas simplement on donne des clés, on lui montre la chambre et c'est terminé. Non, nous, vraiment, on veut un relationnel, on veut le sourire, on veut ne pas hésiter à prendre le téléphone, appeler un restaurant, une maison de champagne pour réserver pour lui si ça n'a pas déjà été fait en amont, parce que normalement c'est fait en amont de mon côté. Mais on ne sait jamais, il y a des clients qui se prennent au dernier moment. Ça va être vraiment se plier en quatre pour lui, monter ses valises dans les escaliers, lui ouvrir la porte, voilà, tout faire pour que ce soit lui le roi. Et voilà. Et donc, c'est vraiment un travail idéal pour un étudiant, par exemple, en immobilier ou en hôtellerie, pour une expérience professionnelle, ou aussi bien pour un retraité ou quelqu'un qui est au chômage, il fera un très bon complément de salaire et ça sera très, très formateur pour lui au niveau de l'immobilier, de l'hôtellerie, du relationnel ou des choses comme ça. Alors, il y a deux méthodes pour payer son gestionnaire. Il y a la méthode officielle, entre guillemets, et la méthode non officielle. Donc, la méthode officielle, ça va être voilà, tout simple de faire un contrat officiel. Je pense que vous connaissez pour les particuliers ce qu'on appelle le CESU, le chèque emploi service universel. C'est quand on emploie en fait, par exemple, du personnel de maison, un petit peu des femmes de ménage, un jardinier, un pisciniste, des choses comme ça. On peut déduire de nos impôts en fait en employant quelqu'un avec un chèque emploi service. En fait, pour les entreprises, il y a l'équivalent du CESU, ça s'appelle le TESE. Et en fait, quand vous faites de l'allocation saisonnière, que vous soyez en fait en particulier en nom propre ou en société, vous allez avoir un numéro tiré comme une entreprise. Vous êtes considéré comme une entreprise aux yeux du fisc français. Et donc, vous devez utiliser un TESE et non plus le CESU qui, lui, est réservé aux particuliers. Donc ça, si vous faites ça, c'est déductible des impôts, comme on le verra un petit peu plus tard. C'est considéré comme une charge et c'est déductible des impôts. Deuxième solution, ça va être de le faire au black. Donc là, forcément, c'est non déductible. Vous vous doutez bien que si vous filez que du cash, que des billets à votre gestionnaire, vous n'allez pas pouvoir déduire ça dans vos charges, dans votre bilan comptable. Et honnêtement, après en avoir discuté avec plusieurs investisseurs, après avoir fait un petit peu le bilan de combien ça coûtait, on s'est rendu compte que si on faisait le contrat officiel ou si on faisait le black, ça revenait à la même chose en termes de bénéfices, en termes de gains financiers, parce que certes, le contrat officiel, ça va être déductible dans notre charge. On va avoir un gain financier dans le futur. On ne va pas payer d'impôts, enfin, on va payer moins d'impôts dans le futur. Alors que le black, on a un gain financier qui est immédiat, c'est-à-dire qu'on paye moins tout de suite. Donc voilà, c'est la seule différence. Mais au final, ça revenait au même. Après différents échanges avec des investisseurs, on s'est rendu compte que c'était la même chose, avec forcément l'avantage du contrat que c'est safe, c'est secure dans le sens où c'est légal, alors que le black, bah, vous connaissez tous, c'est illégal. Donc si vous vous faites avoir, eh ben, c'est illégal et vous devez payer les pots cassés ensuite. Donc, je vous recommande vraiment fortement plutôt le contrat.
Alors ensuite, c'est bien d'avoir un gestionnaire, il faut pouvoir transférer les réservations à votre gestionnaire. Deux solutions. Moi, personnellement, je fonctionne avec un fichier de réservation sur Excel, donc vraiment à l'ancienne, mais ça fait vraiment le taf. C'est-à-dire que j'ai plusieurs colonnes. Colonne jour d'arrivée, jour de départ, site sur lequel la réservation a été faite, loyer, compte versé, nationalité, heure de départ, d'arrivée, moyen de locomotion, email, numéro de téléphone, quelques remarques sur le client, pourquoi il vient, nationalité. Enfin bref, je crois que je me répète, le nom du client, etc. Il y a vraiment tout. Et ce fichier Excel que j'ai sur mon ordinateur, je peux le dupliquer sur le Google Excel. Donc Google a aussi la version Excel, sa propre version à lui. On peut dupliquer notre propre fichier Excel sur ce Google Excel et on peut cacher des colonnes et donner la permission à certaines personnes via leur adresse email d'accéder à ce fichier Excel. Donc c'est ce que je fais moi personnellement, j'utilise cette solution, c'est-à-dire que voilà, j'ai donné la permission au Google Excel à mon gestionnaire qui y a accès, qui peut modifier des choses dessus. J'ai simplement caché les colonnes des réservations, pas des réservations, des montants des loyers, des acomptes versés, des choses comme ça, et c'est tout. Donc ça c'est la première solution. Deuxième solution, ça va être de donner accès complètement à votre interface propriétaire sur les différents sites comme Airbnb, Omniday, des choses comme ça. Donc ça veut dire que vous faites entièrement confiance à votre gestionnaire, il y a une totale transparence, il va pouvoir voir tous les loyers, toutes les réservations, discuter avec les clients, mais ce n'est pas une solution et au moins vous êtes vraiment tranquille, il n'y a rien à faire. Par exemple, ça je viens de vous le dire, donc par exemple sur Airbnb, vous voyez, j'ai pris un screenshot, ils ont fait apparaître sur le côté gauche sur votre annonce en fait une rubrique gestion dénommée co-hôte et en fait on peut inviter des personnes via leur adresse email à gérer les annonces avec vous. Et vous voyez les autorisations qui sont données, c'est de accepter, refuser, annuler ou modifier des réservations, lire et répondre aux messages du voyageur, modifier le prix, les disponibilités, modifier la description de l'annonce comme le prix, des choses comme ça. Bref, ils peuvent vraiment tout faire. Donc ça veut dire que c'est une vraie confiance que vous donnez à votre gestionnaire si vous le faites. Mais en tout cas, c'est maintenant possible de le faire. Il n'y a même plus besoin de donner votre compte à votre gestionnaire. Vous lui créez un compte entre guillemets en l'invitant. Donc c'est plutôt cool. Prévenez bien les gens que ce sera un gestionnaire, sinon ils peuvent être surpris. En anglais, on appelle ça un property manager. Donc vous avez le droit de rigoler de mon accent anglais, c'est permis. Mais dites-leur bien que ce sera quelqu'un qui sera là parce que voilà, ils peuvent être surpris. C'est souvent une clientèle étrangère. De mon côté, c'est souvent des étrangers, américains, australiens, anglais. Il n'y a que ça. J'ai presque pas de français. Donc voilà, ils sont étrangers, ils sont dans un nouveau pays, dans un nouvel appartement, dans un nouvel environnement, en dehors de leur zone de confort. S'ils voient quelqu'un qui n'est pas la même personne que sur la photo sur Airbnb ou autre, ils vont se dire, ouh là là, c'est qui ça? C'est une arnaque, qu'est-ce que j'ai réservé? Donc prévenez-les bien, sinon les gens peuvent être surpris. La solution du boîtier à clé, peut-être que vous la connaissez. C'est un boîtier qu'on pose dans les communs juste avant la porte de l'appartement. On le fixe voilà, avec deux vis. Il y a un code. Vous rentrez le code, enfin du moins le client rentre le code. Ça s'ouvre. Il a accès aux clés. Il peut faire son check-in tout seul. Il rentre dans l'appartement. Il se débrouille. Il fait son check-out tout seul en remettant les clés exactement dans le même code. Et c'est magique. Entre nous, c'est vraiment la solution idéale parce que forcément, vous n'avez pas de frais de check-in et de check-out. C'est totalement délégué par une machine, donc c'est vraiment parfait. Sauf que voilà, les voyageurs n'aiment pas forcément ça. Il y a un côté qui est beaucoup moins humain. Ils ressentent vraiment le côté business. Ils vont se dire, bon, voilà, j'ai vu personne. Moi, j'ai loué un Airbnb. Je pense à rencontrer peut-être quelqu'un, un mec d'ici, un local, lui demander quelques conseils, des choses comme ça. Et au final, il me fait rentrer un code sur un boîtier et puis je me débrouille. Bon, je suis un peu déçu. Voilà, pour vous, ça reste un business. Donc, forcément, il faut penser, entre guillemets, à l'argent, à l'automatiser. Et c'est pas forcément un frein de se dire que les voyageurs vont pas aimer, même si ça prend en compte. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire pour changer le code de temps en temps? Vous vous doutez bien que ce genre de code, ça peut très très vite tourner. Donc tous les mois, il faut changer, voire peut-être toutes les 2 semaines, j'en sais rien, c'est à vous de voir. Mais voilà, il ne faudrait pas qu'un client vienne avant et le code et puis se dise, ah, bah voilà, je vais revenir plus tard. Peut-être faire un cambriolage parce que voilà, sur Airbnb, on peut voir le calendrier des réservations, on sait quand c'est loué, quand c'est pas loué. Donc il suffit qu'il ait le code, qu'il vienne une nuit quand c'est pas loué, puis il vous dépouille de vos meubles en pleine nuit à 3 heures du matin et c'est terminé. Donc ce genre de code, quand il y en a, quand ça fonctionne comme ça tourne très vite. Donc faites attention. Et donc, une fois que vous avez ce boîtier à clé, vous n'avez plus qu'à trouver une femme de ménage qui va venir elle aussi entre les réservations. Elle aura également le code, elle va rentrer, elle va faire le ménage et c'est terminé. Vous n'avez plus qu'à payer une femme de ménage. Donc, ça, c'est vraiment plutôt cool. S'il n'y a pas de digicode, vous allez me dire, vous savez, il y a des fois dans les portes qui donnent sur la rue, il n'y a pas de digicode dans le sens où ça va être un badge Vigic par exemple, une clé. Dans ce cas-là, c'est compliqué parce que forcément, s'il n'y a pas un code également sur la porte qui donne sur la rue, le client ne peut pas accéder au boîtier à clé en fait, qui est dans les communs. La solution, ça va être de trafiquer entre guillemets avec un électricien.
Par exemple, vous savez, quand vous allez chez le médecin, vous sonnez chez lui et au bout de 2-3 secondes, l'appartement s'ouvre tout seul, comme par magie. Alors ça, c'est pas une personne derrière le bureau qui va s'amuser à ouvrir la porte manuellement à chaque fois. C'est quelque chose qui est programmé, qui est automatique. Et voilà, en fait, c'est qu'au bout de 2-3 secondes, ça va s'ouvrir automatiquement après avoir sonné sur cette sonnette en particulier. Si vous avez un ami électricien, vous pouvez lui demander de regarder votre circuit électrique. Peut-être qu'il pourra faire la même chose avec votre appartement de manière à de faire en sorte pardon, que quand on sonne chez vous, ça s'ouvre automatiquement au bout de 2-3 secondes. Et voilà. Forcément, ne demandez pas l'avis à la copropriété lors d'une assemblée générale extraordinaire, sinon vous vous doutez bien qu'ils vont vous dire un non. Pourquoi? Tout simplement parce que ça va réduire la sécurité de la copropriété, ce qui est totalement logique. Les copropriétaires vont n'y voir aucun intérêt à part le vôtre et ils vont plutôt voir un désintérêt dans leur sécurité. Donc, ils ne vont pas vous dire oui. Donc, c'est un peu borderline, je vous le reconnais. Moi, je ne l'ai pas fait, mais je sais que certains le font et ça fonctionne très très bien. Donc, à creuser si ça vous intéresse. Quel impact sur la rentabilité de déléguer? Donc, ce qui est sûr, c'est que ça crache beaucoup, donc c'est possible de déléguer, peu importe un peu le projet que vous avez fait en location saisonnière, même s'il était moyen à la base, normalement on peut déléguer tellement ça crache bien la location saisonnière. Les frais de gestion sont bien évidemment à prendre en compte dès le début lors de l'établissement du prévisionnel. Vous savez, avant chaque achat, je recommande de faire un prévisionnel d'estimation du chiffre d'affaires, des charges, des choses comme ça, de la rentabilité, du cash flow en fonction du crédit. Il faut vraiment, avant de signer un projet, être sûr qu'il y ait du cash à la fin, d'être sûr de tous les frais en gonflant tout ça, en étant pessimiste pour être certain qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise. Et voilà, donc ça se prend en compte dès le début tout ça. Et il faut savoir quand même que les locataires vont financer une partie ou la totalité de cette gestion avec un forfait ménage que vous allez leur facturer. Donc soit vous allez facturer un forfait ménage conséquent qui va tout combler, soit seulement une petite partie, vous prenez le reste sur la nuitée indirectement. Ça c'est vous qui voyez, mais normalement les locataires financent en partie cette gestion, voire la totalité. Quels sont les critères donc à prendre en compte pour cet impact sur la rentabilité? Ça va être le nombre de nuits minimum. Si vous mettez qu'une seule nuit minimum à votre appartement, ça va être compliqué de déléguer parce que voilà, il y a une nuit à 70 euros, moins 40 euros de gestionnaire, moins 10 euros de taxes et compagnie de charges. Vous comprenez vite que vous allez être à l'équilibre et que ce n'est pas intéressant pour vous. Ça va dépendre si vous avez un boîtier à clé ou pas. Forcément, ça enlève des frais et ce n'est pas négligeable. Ça dépend si vous faites du black ou pas. On l'a vu que ce n'était pas forcément intéressant, mais dans certains cas, dans certaines nuits, ça peut être intéressant avec des gens qui sont vraiment très compétitifs, qui sont vraiment pas chers. Je ne vous le recommande pas parce que forcément la qualité n'est pas forcément là non plus. Ça dépend si vous facturez des frais de ménage ou pas. Ça dépend de votre ville et du montant de la nuit. Forcément, une nuit ne vaut pas la même chose à Paris, dans le Marais ou au fin fond de la Creuse. Voilà, on cite toujours la Creuse, j'ai rien contre eux, mais vous avez compris l'exemple. Ça dépend de la surface du bien également. Voilà, si vous avez 20 mètres carrés ou 80 mètres carrés, en temps de ménage à y passer, ça ne sera pas la même. Donc le temps passé à l'heure, est-ce que vous allez payer à l'heure la femme de ménage? Ça ne sera pas pareil. Ça dépend également de ce que vous déléguez, si vous faites une gestion full ou uniquement en logistique. Et voilà, donc ce sont vraiment plein de paramètres. Donc c'est compliqué là de vous dire tout de suite combien ça va vous coûter ou combien de pourcentage de rentabilité ça va vous prendre en moins. Ça dépend vraiment de votre location saisonnière et de ces paramètres qui sont propres à celle-ci. Donc voilà, ça c'était la première partie sur un petit peu comment déléguer. Donc je ne sais pas si vous reste des questions là-dessus, n'hésitez pas à les poser en dessous sur la vidéo YouTube ou sur le blog directement si vous êtes sur le blog et j'y répondrai avec grand plaisir. On va attaquer tout de suite la deuxième partie qui concerne le juridique et la fiscalité, la fameuse comme on dit, la moins marrante, là où on sort l'argent, c'est moins fun. Je vais vous expliquer tout ce qu'il faut faire pour que vous soyez en règle et que vous n'ayez aucun problème avec l'État français, avec le fisc, avec les mairies, avec les hôteliers, avec qui vous voulez tout ce qu'il faut faire aujourd'hui pour être en règle. Première étape, ça va être de déclarer son meublé à la mairie. Ça, c'est vraiment quelque chose de très simple. C'est un simple formulaire déclaratif. C'est un CERFA qu'il faut remplir. Vous le donnez à la mairie, c'est terminé. Et ce n'est pas du tout un formulaire d'autorisation. C'est purement déclaratif. Donc, c'est très simple. C'est une page sur laquelle vous dites l'adresse du lieu du meublé de tourisme, le nombre de couchages, si vous louez tout le temps ou une seule bonne partie de l'année, des choses comme ça. C'est vraiment une seule page. C'est très simple. Et si vous ne le faites pas, c'est une amende potentielle de 450 euros. Donc, ça serait dommage. Suite à ce dépôt de CERFA à la mairie, ils vont vous donner les modalités de récolte de la taxe de séjour. Donc la taxe de séjour, c'est une taxe qu'on doit récolter auprès des voyageurs qui sert à financer l'entretien de la ville, des espaces, des choses comme ça, des outils, comment dire, vous m'avez compris, je pense, des activités de la ville, du matériel. Et en fait, c'est un simple travail de gestion pour vous, c'est-à-dire que vous la récoltez auprès des voyageurs, puis vous la reversez à chaque fin de mois ou à chaque fin de semestre à la mairie, soit par virement, soit par chèque, en fonction des conditions, des modalités qu'ils vont vous donner. Et voilà, ça sera très très bientôt collecté directement à la source. C'est déjà fait dans certaines villes comme Paris, Amsterdam, Berlin,
des grosses villes en fait. Sur Airbnb notamment, c'est déjà le cas. Et ça devrait bientôt arriver pour tout le monde. Ça devrait être déployé prochainement et ce sera beaucoup plus simple. Parce que voilà, c'est un simple travail de gestion, c'est transparent, mais ça prend du temps. Et donc du coup, on n'a pas forcément le temps de faire ça, c'est chiant. Troisième point, la taxe d'habitation. Donc, quelle est la définition de la taxe d'habitation? Elle dit qu'en fait, elle est payable, cette taxe, par celui qui peut jouir du bien à tout moment au 1er janvier de l'année en cours. Et donc, le saisonnier n'est pas concerné par cette taxe d'habitation parce que le locataire, le client, le voyageur, il n'habite pas là tout le temps. Il est là pour 2, 3, une semaine. Et donc, il ne peut pas jouir du bien à tout moment. Pourquoi je vous en parle? Tout simplement parce que, par exemple, moi, j'ai reçu une taxe d'habitation cette année pour un de mes meublés de tourisme. Donc, alors que je n'avais pas à en payer parce que c'est du saisonnier. Donc je ne vais pas la payer bien sûr, il faut faire un courrier, donc ça c'est le problème des impôts, c'est qu'ils se trompent tout le temps. Vous allez voir plus loin dans ce diaporama-là qu'ils se sont trompés sur d'autres choses. Mais voilà, c'est un petit peu la guerre avec les impôts, ils se trompent souvent, il faut les appeler, leur envoyer des courriers, il faut quand même payer en avance puis ils vous remboursent après, donc c'est un petit peu pénible. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas de taxe d'habitation en meublé de tourisme, en location saisonnière. Donc voilà le texte, je vais vous le lire rapidement du coup. Euh, pour le Conseil d'État, le propriétaire d'un local meublé est redevable à taxe d'habitation dès lors qu'au 1er janvier de l'année d'imposition, il peut être considéré comme s'en réservant la disposition ou la jouissance d'une partie de l'année. Le fait que ce propriétaire disposerait d'une autre habitation dans la même commune ou qu'il donnerait directement le bien en location sans passer par une agence ne fait pas obstacle à l'imposition. L'imposition des locaux loués des locaux loués à la cotisation foncière des entreprises ne dispense pas non plus le propriétaire du paiement de la taxe d'habitation. Et lorsque les logements sont proposés à la location saisonnière durant toute l'année sans que le propriétaire, et c'est là que ça nous intéresse ce point-ci, sans que le propriétaire se réserve aucune possibilité de séjour, la taxe d'habitation n'est pas due ni par le propriétaire ni par l'occupant au 1er janvier. Donc voilà, heureusement, ce serait bête que le voyageur qui est là le 1er janvier ait à payer une taxe d'habitation pour tout le monde pour toute l'année. Donc voilà, ça confirme qu'il n'y a pas de taxe d'habitation pour le saisonnier. Donc voilà, ça c'est la suite. Je vous laisserai le PowerPoint, le lire si vous voulez. Voilà. Quatrième point, la taxe foncière. Donc là, c'est très simple. La taxe foncière, c'est une taxe qui est payable une fois par an, comme pour tout propriétaire foncier. Vous avez un appartement, vous payez une taxe foncière. Vous avez 10 appartements, vous payez 10 taxes foncières. C'est la taxe sur le bâti, sur le foncier. C'est simple. Je pense que vous connaissez tous cette taxe. Cinquième point, la taxe sur les logements vacants. Donc, pourquoi je vous parle de cette taxe? Tout simplement parce que je pense que ça vous paraît évident qu'il n'y en ait pas à payer pour le saisonnier, puisque le logement n'est pas vacant, il est occupé par des voyageurs. Mais voilà, j'en ai également reçu une cette année pour un immeuble de tourisme. Donc voilà, la définition d'un logement vacant, c'est que ce logement est libre depuis au moins une année. Donc voilà, le saisonnier, c'est clairement non considéré comme étant vacant. Donc voilà, rebelote, petit courrier pour ne pas payer cette taxe, mais je voulais du coup vous en parler vu que j'ai reçu un courrier pour un MBA de tourisme. Sixième point, la CFE. La CFE, c'est la cotisation foncière des entreprises. Pour être passible de la CFE, en fait, il faut avoir une activité commerciale, professionnelle, à titre habituel et qui n'est pas salariée. Donc, en gros, toutes les locations meublées, que ce soit de la location long terme en meublé ou de la location saisonnière ou même de la colocation, elles sont concernées par la CFE, la cotisation foncière des entreprises. Mais en immobilier, en fait, on va payer une cotisation minimum. Ça ne va pas être un gros montant de l'ordre de souvent quelques centaines d'euros par an. La CFE, c'est plutôt vraiment pour les entreprises plus que pour l'immobilier. C'est vraiment lorsqu'on a une entreprise qu'on paye plus de la CFE. En immobilier, c'est vraiment une cotisation minimum, en sachant même qu'on est exonéré la première année de CFE et elle est calculée en fait en fonction de la valeur locative de votre bien, en fonction du chiffre d'affaires et on en paye une seule on en paye une seule, peu importe le nombre de biens que l'on possède. Septième point, les impôts. Les impôts, on va en parler rapidement, on ne va pas non plus aller dans les grands détails parce que forcément, il y a plein de cas différents en fonction que vous êtes voilà, particulier ou société, en fonction de votre situation, célibataire, avec enfants, marié, des choses comme ça, vous connaissez tous. Donc, on va vraiment effleurer la chose. Je vais juste vous parler du statut qui existe pour faire du saisonnier et voilà. Donc le premier statut, ça va être en tant que particulier. En tant que particulier, vos revenus issus de la location saisonnière, ça va être des revenus commerciaux, c'est des revenus meublés qu'on appelle donc BIC, les bénéfices industriels et commerciaux. En tant que particulier, en tant que nom propre, en tant que personne physique, il y a à peu près un seul statut en France qui existe, c'est le loueur meublé non professionnel, le LMNP, qui est aujourd'hui une vraie niche fiscale, une des dernières niches fiscales en France de par ses avantages. On n'en parlera pas dans ses moindres détails, mais le LMNP aujourd'hui un statut très avantageux. Et dans ce statut de LMNP, on peut distinguer deux choix. On peut soit être au LMNP, donc au réel, ou soit au LMNP au microbique. Et donc, on va parler rapidement de ces deux choix. Le premier choix, ça va être d'être au LMNP au microbique. Donc ça concerne le chiffre d'affaires inférieur à 32 600 euros.
Si vous faites moins de 32 600 euros, vous êtes au micro-BIC. Qu'est-ce que ça dit le micro-BIC? C'est-à-dire que si vous faites 10 000 euros de chiffre d'affaires, on va vous dire que vous avez un abattement de 50% sur vos revenus, sur votre chiffre d'affaires. Donc on va vous dire les 50% premiers euros, ils sont gratuits, il n'y aura pas d'imposition dessus. Donc voilà, sur l'exemple, on a 10 000 euros de chiffre d'affaires, abattement de 50%, on n'est plus que imposé sur les 5 000 euros qui restent. Supposons que vous avez une tranche marginale d'imposition à 30%. Vous savez, c'est les taux, les différents taux d'imposition. Donc vous pouvez être à 15, à 30, à 45, ça dépend de vous. Mais pour l'exemple, on va prendre 30%, un taux moyen. Ça veut dire que vous allez avoir à payer 30% d'impôt sur les 5 000 euros restants qu'il reste, soit 1 500 euros d'impôt. Si on revient à une imposition globale, on a payé donc 1 500 euros d'impôt sur 10 000 euros de chiffre d'affaires en tout, ce qui nous fait une imposition globale de seulement, entre guillemets, 15%. Donc là, c'est vraiment pour l'exemple. On n'a pas pris en compte tout ce qui est taxe foncière, charges de copro, crédit. C'est vraiment pour parler que impôts, que pour focus sur les impôts. Donc voilà, le microbic, il dit qu'il y a un abattement de 50%, mais par contre, en contrepartie, il n'y a pas de déduction des charges. Justement, les charges, là, on peut les déduire sur le LMNP au réel. Donc le LMNP au réel, ça concerne en fait le chiffre d'affaires supérieur à 32 600 euros, mais on peut être au réel si vous voulez. Et si vous faites moins de 32 600 euros, il suffit de le demander. Lorsque vous allez vous inscrire en tant que loueur meublé non professionnel, vous allez remplir un CERFA. Et sur ce CERFA, il y aura une case qui vous dit cocher si vous voulez être au réel ou au microbic. Donc vous dites que vous voulez être au réel, même si vous faites moins de 32 600 euros, c'est possible. Donc là, le réel, il dit quoi? Il dit qu'il n'y a pas d'abattement. Comme on a vu avant, il n'y a pas l'abattement de 50%, celui-là, il n'existe pas. Mais par contre, vous allez pouvoir déduire toutes vos charges et surtout, vous allez pouvoir faire de l'amortissement. Donc, qu'est-ce que c'est que l'amortissement? On va en parler tout de suite. D'abord, les charges déductibles, qu'est-ce que ça va être lorsque vous faites de la location meublée? En fait, on va pouvoir déduire toutes les charges qui sont relatives à l'activité. Toutes les charges imputables à votre activité de loueur en meublé sont déductibles. Ça va être les charges de copropriété, l'assurance, l'électricité, les travaux que vous avez fait dans l'appartement, tout le mobilier, tous les meubles, toutes les chaises, les frais de notaire, les frais d'agence, Internet, si vous mettez une box Internet, les frais de crédit, le courtier par exemple, les intérêts d'emprunt, toutes les taxes, tout ce qui est taxes de séjour, taxes foncières, CFE, comme on a vu juste avant, les consommables, donc le PQ, le savon, voilà, le canard WC, les lingettes. Par exemple, juste devant moi, je vois que j'ai un calendrier de l'avant 1000K, on est en décembre. Voilà, c'est déductible dans mes charges parce que c'est relatif à mon activité, c'est pour le bon déroulement de mon activité, donc ça passe dans mes charges. On va pouvoir passer des frais kilométriques, vous savez, ça c'est votre comptable qui va vous le dire. En fonction du nombre de kilomètres, il y a des barèmes, on peut déduire un certain nombre de frais kilométriques. Les formations, si vous faites des formations en relation avec la location saisonnière qui sont légitimes pour votre activité, pour votre business, pardon, vous pouvez les déduire. Le matériel également, tout ce qui est Mac, iPhone, donc là je fais de la pub pour Apple, mais tout ce qui est ordi, téléphone, on va dire plutôt pour être neutre, vous pouvez le déduire. Alors pas forcément à 100%, par exemple avec votre comptable, vous pouvez décider d'un pourcentage, je ne sais pas, on peut dire que c'est 50% professionnel et 50% privé votre ordinateur, donc vous pouvez 50% de votre ordinateur dans vos charges, c'est légitime parce que sans votre ordinateur, sans votre téléphone, vous ne pouvez pas parler aux clients, pas accepter les réservations, pas vous connecter à Internet pour voilà, choper les réservations, donc c'est légitime. Vous allez pouvoir déduire tout ce qui est visite de cave, macarons, fleurs, batterie externe de téléphone, disque dur. Voilà, c'est des cadeaux qui peuvent être faits à des clients, par exemple tout ce qui est macarons, fleurs, visite de cave. Ça m'arrive d'en offrir quand il y a des petits problèmes à l'appartement, voilà, une coupure d'eau chaude, une coupure d'internet, ou un truc qui se passe pas bien. On sait pardonner, on offre des macarons, on offre des fleurs, on offre du champagne, et tout ça, c'est pas sans charge parce que c'est relatif à mon activité. C'est totalement dans son activité. Euh, c'est légitime. Voilà. Et surtout, 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 on peut faire de l'amortissement en LMNP au réel. L'amortissement, c'est quoi? C'est-à-dire que on va avoir acheté un appartement, disons 200 000 euros, et il y a des règles comptables qui disent que on peut déduire les murs d'un appartement, on peut déduire le bâti d'un appartement sur une durée de 50 ans. Donc la durée, ça varie, ça peut être de 40, 50, des fois 30, des fois même 20. C'est plutôt 50 ans en général, donc c'est pour ça que j'ai mis 50 ans. Et donc pendant 50 ans, on va passer en charge, on va déduire du montant de nos recettes 4 000 euros. Donc voilà, 50 ans fois 4 000 euros, on revient sur nos 200 000 euros. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'amortissement. Chaque année, dans notre bilan comptable, on va déduire 4 000 euros de nos recettes. Ça va être un moins sur le bilan, ça va annuler notre chiffre d'affaires, ce qui va nous permettre de ne pas payer d'impôts. Le but, c'est vraiment d'annuler notre chiffre d'affaires. On va avoir par exemple 20 000 euros de chiffre d'affaires à l'année, c'est un pur exemple. On a 4 000 euros d'amortissement en moins, on a tant de charges, on a toutes les taxes, toutes les charges de propriété. Ce qui fait qu'à la fin de l'année, avec les intérêts d'emprunt déduits, etc., on arrive à un chiffre d'affaires qui est dans le négatif. On est peut-être à moins 10 000 euros. Donc, ce n'est pas parce que vous avez un bilan comptable qui est dans le rouge, qui est à moins 10 000, parce qu'il y a toutes les charges, tous les amortissements,
qu'à la fin du mois, vous ne faites pas de cash flow. Donc, on ne va pas parler de cette notion de différence entre le cash flow positif à la fin du mois et malgré un bilan comptable négatif. Ce serait un petit peu long. Mais en tout cas, comprenez bien ça, c'est que malgré un bilan comptable qui est négatif sur papier, vous pouvez très très clairement avoir du cash flow positif à la fin du mois. C'est la magie de l'amortissement et de l'effet de levier grâce à un emprunt bancaire. Donc voilà ce qu'on peut faire. On peut déduire les murs d'un appartement sur une durée de 50 ans en moyenne. C'est la règle comptable. Donc on déduit l'appartement hors terrain. Donc voilà. On peut également amortir le matériel, le mobilier. Donc là, c'est souvent sur une durée de 5 à 10 ans parce qu'on estime que c'est la durée de vie moyenne du mobilier, 5 à 10 ans avant qu'on le change. Et on peut également amortir tout ce qui est travaux de construction, de reconstruction, d'agrandissement et d'amélioration. Alors, comment choisir entre le microbic, le LMNP microbic et le LMNP au réel? En fait, pour faire le choix, le plus simple, c'est de faire le calcul, soit vous-même, soit avec un comptable. Mais voilà, on dit souvent que le BIC au réel, le LMNP au réel, il est plus intéressant si vous faites beaucoup de travaux et si vous avez fait un financement par l'emprunt, simplement parce que les travaux et l'emprunt sont les charges les plus importantes dans un projet immobilier en général. Et donc, souvent, tous les investisseurs qui investissent font des travaux parce que c'est là où on gagne de l'argent. Et donc, tous les investisseurs qui investissent en personnes physiques sont souvent au réel au début de manière à pouvoir amortir toutes les charges, comme on a dit, et surtout amortir le bien, déduire les travaux, etc. Et donc, quand on a souvent remboursé l'emprunt, donc au bout de 20 ans, si vous êtes parti sur un financement sur 20 ans, c'est souvent à ce moment-là où ça devient intéressant de rebasculer sur du micro-BIC. C'est souvent à ce moment-là aussi donc voilà, où vos charges déductibles sont inférieures à 50%. Donc, le plus simple vraiment, c'est de faire le calcul pour faire le choix. Mais en général, on commence tous par du réel pour le gros avantage qui est la déduction des charges et l'amortissement des murs. En tant que société, donc là on a vu comment investir en tant que personne physique, en tant que particulier, on va parler en tant que société. Je vais vraiment aller très vite, il y a 2-3 slides, pas plus, parce que la société ça dépend vraiment de plein de choses, ça dépend de votre objectif, ça dépend de votre situation personnelle à l'instant T. Est-ce que vous êtes en couple, est-ce que vous êtes célibataire, est-ce que vous avez des enfants, est-ce que vous avez une volonté de faire grossir votre patrimoine très très vite, d'investir très vite et beaucoup. Est-ce que vous voulez au contraire transmettre du patrimoine à vos enfants dans le futur? Est-ce que vous pensez à ça? Ou est-ce que vous voulez profiter du cash rapidement tout de suite ou verser du cash pour vivre? Il n'y a pas de cas type en fait, il y a vraiment que des situations personnelles. Donc le plus simple, c'est de consulter un expert comptable, un avocat fiscaliste pour savoir si c'est un bon choix pour vous dans votre situation ou pas. En termes de forme juridique, ça peut être de la SCI à l'IS ou à l'IR, de la SARL, la SAS, il y a vraiment plusieurs choses. Donc c'est à vous de voir avec un expert. Les avantages de la société, ça va être quoi? Ça va être, on va pouvoir déduire vraiment toutes les charges, on va avoir une plus grosse capacité d'investissement. Alors, plus grosse capacité d'investissement, je l'ai mis entre parenthèses parce que, voilà, entre guillemets, notamment j'ai eu le cas récemment d'un couple qui me parlait de ça, qui avait un projet d'investir via une SAS, du coup, une foncière, une SAS à l'IS. Ils avaient 100 000 euros de cash de côté, tous les deux un travail plutôt correct, enfin un bon salaire à deux en tout cas, un projet immobilier déjà à succès et une bonne affaire à présenter à la banque. Et malgré ça, c'était pas possible d'être financé en SAS parce que la SAS, elle était à poil, elle venait d'être créée, il n'y avait aucune garantie. Alors malgré le fait qu'ils se mettaient en caution, malgré le fait qu'ils avaient 100 000 euros de cash à côté, la banque a dit non parce que la SAS, voilà, elle était à poil, il fallait qu'elle fasse encore ses preuves. Et en tant qu'entité isolée, en tant que personne morale, la SAS, elle valait rien, donc c'était compliqué. Donc c'est pour ça que la plus grosse capacité d'investissement, c'est à prendre en compte. C'est peut-être plus simple quand la SAS est déjà lancée, qu'il y a des systèmes de holding, de Murphy déjà en place, mais au début, c'est peut-être plus compliqué. La fiscalité, en tout cas, elle est plus douce et stable en société parce que l'IS a tendance à moins changer dans le temps que l'IR. Voilà, les lois de finances tapent plus souvent sur l'impôt sur le revenu que sur l'impôt sur les sociétés, ça a été prouvé dans le temps. En société, on n'a pas de CSG-CRDS. La CSG-CRDS, c'est une taxe à 15,5% qu'on paye en tant que particulier seulement sur nos bénéfices. Donc c'est une belle taxe, on ne l'a pas en société. Et on a également une protection juridique en société, c'est-à-dire que si demain un locataire venait à mourir dans votre appartement, il tombe des escaliers, il se fracture le crâne et il meurt, eh ben, c'est votre société, c'est une personne morale qui est responsable, qui va devoir se défendre. Alors que si demain vous investissez en nom propre en tant que personne physique et que la même situation se produit, eh ben, c'est votre appartement, vous allez devoir vous défendre vous-même avec votre assurance, donc ça va être plus compliqué. En termes voilà, d'impact personnel, ce sera la même chose, mais là, voilà, c'est la différence entre personne physique et personne morale. Les inconvénients, bien évidemment, ce sont les frais de la création, voilà, immatriculation, annonce légale, compte pro à la banque, URSSAF, RSI et tout ce que ça engendre. Voilà, il faut compter un billet de 1500 euros pour la création, plus un billet de 1000 euros pour l'entretien par an. Certains vont peut-être sourire devant ces chiffres. Voilà, je les ai un petit peu gonflés. On peut trouver pour beaucoup moins, notamment si vous créez vous-même votre société. On peut créer soi-même maintenant les statuts. Faites bien attention si vous le faites quand même. Mais je sais que sur Internet, vous pouvez trouver beaucoup de choses pour très peu cher. Donc voilà. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que ça va coûter de l'argent et c'est un inconvénient donc, de la société, c'est que ça coûte de l'argent pour la créer.
Euh, le financement sera plus compliqué, comme on l'a dit avant, avec l'exemple que je vous ai donné de ce couple qui n'a pas réussi à se faire financer. Et le bilan comptable sera donc obligatoire. Et si vous avez des systèmes de holding avec des mères-filles, il vous faudra un commissaire aux comptes également, donc ce qui va vous coûter de l'argent. Donc voilà, ça va prendre en compte l'aspect financier de la création et de l'entretien de cette société. Voilà, quelques vérifications pardon, de base en plus si vous voulez faire du saisonnier. Vérifiez bien votre ville, qu'il n'y ait pas de nécessité de faire un changement d'usage de votre logement. Vous savez, de l'habitation vers le commercial, il faut une autorisation de la mairie pour ça et ça concerne souvent, enfin ça concerne les villes de Paris, les communes de la Petite Couronne, les communes de plus de 200 000 habitants et les communes également de plus de 50 000 habitants avec des zones tendues. Donc en fait, ces mairies-là, dans ces zones-là, elles demandent une compensation sous forme de, voilà, tu veux mettre un mètre carré en location saisonnière dans ma ville, bah, tu mets un mètre carré également en location long terme pour les locaux à disposition. Donc, c'est souvent ce que demandent les mairies en compensation. Dans certains quartiers chauds entre guillemets de Paris, comme le Marais où il y a énormément d'annonces Airbnb, la mairie demande carrément de mettre 2 mètres carrés de location longue durée pour 1 mètre carré de location saisonnière. C'est-à-dire qu'en connaissant les prix de Paris à environ 8 000 € le mètre carré, il faut avoir les reins solides et un très gros portefeuille pour pouvoir faire cette compensation. Autant dire que personne ne l'a fait. De plus, deuxième point important, vérifiez bien le règlement de copropriété avec la non-interdiction de faire du saisonnier. C'est souvent sous la clause à usage d'habitation exclusivement bourgeoise. Si vous voyez cette clause, ça pue, c'est souvent des copropriétés bourgeois en hyper-centre des grandes villes qui veulent conserver un certain standing avec des ascenseurs, certains charmes dans les communs, ils ne veulent pas que ce soit abîmé trop vite, ils veulent qu'il y ait un certain confort, qu'il n'y ait pas trop de monde voilà, qui passe dans les communs. Donc voilà. Pour la petite anecdote, un ami agent immobilier me parlait il y a 2 jours d'un cas qu'il a vu dans une copropriété en plein centre de Reims, un syndic bénévole avec une personne qui avait la majorité des voix dans ce syndic, qui avait plusieurs appartements et qui a convoqué tout le monde en assemblée générale extraordinaire pour faire interdire le saisonnier dans cette copropriété, tout simplement parce qu'elle jugeait que voilà, il y avait un mec qui faisait de l'argent en fait avec son appartement, et il jugeait que c'était pas bien, enfin elle jugeait que c'était pas bien, elle a retourné le cerveau à tout le monde pour interdire, changer le règlement de propriété et interdire le saisonnier. Donc voilà, cette personne faisait de la sous-location, elle n'était pas propriétaire, donc voilà, ce qui n'est pas bien entre guillemets, ce qui n'est pas normalement légal. Mais voilà, tout ça pour dire que voilà, c'était un petit peu tendu, donc il faut faire attention à règlement de propriété, ça commence à changer tout ça. Donc voilà, c'était un syndic bénévole, donc c'est à nuancer. Si ça avait été un syndic pro, ça aurait été peut-être un peu plus inquiétant, mais c'est un syndic bénévole, donc c'est une initiative d'une personne qui était peut-être un peu aigrie. Donc voilà. Petit loin également sur la loi de financement de la sécurité sociale qui est arrivée là courant fin novembre, début décembre, avec la volonté de pénaliser les loueurs de courte durée. La loi disait enfin, dit qu'elle veut instaurer l'affiliation RSI obligatoire avec le paiement de cotisations sociales pour les loueurs en courte durée. Alors ça a d'abord été rejeté au premier vote, puis ça a été revoté le lendemain, soit disant sous prétexte que ça avait été voté la nuit, que certains s'étaient trompés, etc. Donc ça avait été voté au seuil de 23 000 euros, puis ça a été revoté très peu de temps après au seuil de 15 000 euros. Donc c'est-à-dire qu'en gros, si vous faites plus de 15 000 euros de chiffre d'affaires, et je parle bien de chiffre d'affaires par an, vous allez devoir vous affilier au RSI pour payer des cotisations sociales. Alors rien n'est encore fait à l'heure où je vous parle, là au 10 décembre, au 9 décembre, je ne sais pas quelle jour on est. On est en attente de la loi définitive parce qu'il y a plusieurs problèmes qui se posent. C'est-à-dire que cette loi est en train de pénaliser également les gros loueurs, pas forcément en courte durée, parce que il suffit qu'il y ait une personne, un investisseur qui a un gros parc immobilier qui loue en meublé et qui fait plus de 15 000 euros de chiffre d'affaires par an, elle se retrouve à devoir payer ses cotisations sociales, à devoir s'affilier au RSI, alors que cette personne-là, voilà, elle fait de la location long terme, alors que cette volonté, c'était vraiment de pénaliser les loueurs en courte durée. Il y a également les gîtes de France qui sont en train de se révolter un petit peu, qui vont être pénalisés par cette loi si elle passe sous cette forme, parce que les gîtes de France également, eux, ils ne sont pas régulés de la même façon, il y a d'autres choses qui les régulent. Et donc, ça les impacterait également. Donc voilà, on est en attente de la loi définitive, histoire que ça change, que ce soit peut-être affiné. Mais tout ça pour dire que ça se resserre un petit peu, donc c'est à surveiller. La solution, bien évidemment, différents cerveaux d'investisseurs se sont réunis, vous vous doutez bien. La solution, ce serait d'être en société. Voilà, en société, on n'a plus à être affilié au RSI, on est plus particulier. Donc voilà, société, comme on a vu, il y a des avantages, des inconvénients. Notamment, il y a des frais. Il faudrait rebasculer notre parc immobilier en société, donc il y aura des frais de mutation à payer de l'ordre de 5%. Bon, bref, on ne va pas parler de ça parce que rien n'est encore fait, mais il y aurait des solutions en tout cas, c'est à suivre. Il y a la solution du meublé de tourisme classé, peut-être que vous connaissez. On peut demander ce statut auprès de la mairie, on peut l'acquérir. Ça fait une vraie preuve sociale pour votre appartement. Vous allez avoir une plaque avec un certain nombre d'étoiles. Comment ça se passe? Vous allez devoir faire passer un organisme
agréé qui va passer, qui va venir dans votre appartement, qui va cocher des cases, des tableaux avec, en fonction des équipements, de l'accessibilité, de votre localisation, de la qualité de vos produits, des choses comme ça. Et elle va faire ressortir un nombre d'étoiles. Et voilà, ça va faire une grosse preuve sociale. Ça coûte 150 € la visite pour être classé. Et il faut refaire ça tous les 5 ans pour conserver ce statut, pour refaire classer son meublé. Et le gros avantage de ce statut, en fait, c'est qu'on a un abattement, vous savez, de 71%. On a vu avant que c'était 50%. Et bien là, avec le meublé de tourisme classé, c'est 71%. On a même une exonération de la taxe foncière et le plafond est plus haut puisque c'est jusqu'à 81 500 € de chiffre d'affaires ici. Donc c'est plutôt sympa. Par exemple, si on prend un exemple chiffré, si on a 20 000 € de chiffre d'affaires par an, on a donc l'abattement de 71%, ce qui nous fait qu'on a une imposition uniquement sur les 5 800 € qui restent. Le reste, c'est cadeau. Si on a un TMI, une tranche marginale d'imposition toujours de 30%, on va payer donc 30% de 5 800 €, ce qui nous fait 1 740 € d'impôt. Et donc si on remet tout ça sur l'imposition globale, on en ressort un taux de 8,7% d'impôt. Donc c'est plutôt sympa, mais c'est toujours moins bien que si vous avez été au réel. Parce qu'au réel, on a vu que vous allez pouvoir déduire toutes vos charges et faire l'amortissement, annuler votre chiffre d'affaires et donc payer 0% d'impôt. Donc, une solution, ça peut être par exemple d'être au début au réel, histoire de ne pas payer d'impôt, de tout amortir, toutes vos charges. Et une fois que le crédit est remboursé, passer en meublé de tourisme classé de manière à avoir un abattement de 71% et avoir une imposition qui est moindre. C'est une solution. Encore une fois, il y a plein de cas de figure, donc là je vous dis ça, mais ça dépend si vous réinvestissez ou pas, si vous recréez des charges, des choses comme ça, de l'amortissement. Donc voilà, à nuancer mes propos. Également, le permis de louer, je vais vous lire rapidement ce petit texte. La mesure baptisée permis de louer dans certaines communes est en cours d'adoption finale par le Parlement dans le cadre du projet de loi pour une République numérique. En effet, les communes de plus de 200 000 habitants seulement, ainsi que celles situées en zone tendue, pourront rendre obligatoire une déclaration en ligne avec la délivrance automatique d'un numéro d'enregistrement pour les particuliers, condition sine qua non pour louer leur bien en hébergement touristique. Donc on voit également que les taux se resserrent, on veut un petit peu plus contrôler ça, resserrer la chose, tracer tout ça avec un numéro d'enregistrement, des déclarations en ligne. Encore une fois, ils ont précisé pour les particuliers, donc peut-être que les sociétés ne seraient pas concernées, c'est à suivre. Voilà, il n'y a pas encore beaucoup d'informations, mais ça en parle beaucoup de ce permis de louer, un petit peu comme en Espagne, où on demande de s'enregistrer, d'avoir un numéro. Donc si on récapitule ce chapitre, qu'est-ce qu'on a comme taxe? On a donc la taxe foncière à payer, la cotisation foncière des entreprises, qui est l'équivalent de la taxe professionnelle. On a la taxe de séjour, là c'est un simple travail de gestion. On a soit l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés, ou les deux en fonction de votre statut que vous avez choisi. La CSG CRDS à 15,5% sur vos bénéfices en tant que particulier, et peut-être dans le futur les cotisations sociales avec l'affiliation au RSI. Pas de taxe d'habitation et pas de taxe pour les logements vacants, ça je confirme. Troisième chapitre, très court, il doit y avoir 3-4 slides et j'aurai terminé cette présentation, cette conférence. Quel est l'avenir de la location saisonnière? Est-il vraiment sombre? Alors en fait, est-ce que c'est vraiment légal? En fait, en fonction des différentes personnes qui vous en parlent, on va avoir différents sons de cloche. Par exemple, un investisseur vous dira, bah voilà, moi je fais la location meublée en fait. Certains la font pour 12 mois pour des étudiants, bah, moi je la fais pour 3 jours ou une semaine. Je vois pas c'est quoi le problème, ça reste de la location meublée. Donc si la location meublée est autorisée, pourquoi je pourrais pas faire de la location meublée avec un contrat de 3-4 jours? Un avocat vous dira lui que l'objet d'une copropriété est purement civil à sa base et que par définition, normalement, tout ce qui est activité commerciale, donc location meublée, est interdit dans une copropriété. Donc là, il faudrait dire que même la location meublée long terme est interdite. Un hôtelier vous dira que bon, oui, il y a concurrence déloyale, on ne paye pas les mêmes charges, on n'a pas les mêmes normes, c'est pas juste, c'est dégueulasse. Un homme politique, qu'il soit de droite ou de gauche, vous dira bah voilà, on cherche à tuer l'économie collaborative, dès qu'un nouveau truc arrive, on cherche à l'enterrer, et d'autres vont vous dire, bah voilà, c'est déloyal, il n'y a pas les mêmes règles partout, pour tout le monde, sur les hôteliers, etc. C'est pas normal. Un petit loueur vous dira, bah moi ça me paye mes charges, la taxe foncière augmente, c'est compliqué, tout augmente, ça me paye mes vacances, des choses comme ça. Donc vous voyez qu'en fonction de qui en parle, on a différents sons de cloche, donc c'est un petit peu compliqué. La loi Allure, en été 2015, vous savez, elle devait donner le droit aux copropriétés également d'interdire un certain type de location. Et ça visait plus ou moins déjà la location saisonnière. Donc ça avait été annulé par le Conseil constitutionnel en été 2015. Mais en fait, il faut voir que depuis plusieurs années, que ce soit la location saisonnière ou même le statut de LMNP, loueur meublé non professionnel, je vous disais que c'est une vraie niche fiscale en France. Et bien en fait, ça fait plusieurs années qu'on veut modifier, qu'on en parle, que ça bouge pas vraiment, mais que ça bouge un peu quand même. Donc voilà, c'est à suivre. Le LMNP, on ne va pas en parler aujourd'hui, ce serait long, mais c'est un vrai statut qui est une vraie niche fiscale parce qu'on a vraiment beaucoup d'avantages comme l'amortissement, une imposition sur les plus-values qui sont très intéressantes et des choses comme ça.
Le cas de Paris, en tout cas, je vous le déconseille vraiment très fortement, même si le ratio du nombre d'amendes par rapport au nombre de logements disponibles est très 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 faible, inférieur à 0,05%. C'est souvent suite à de la dénonciation, comme on a vu un petit peu avant, de gens qui dénoncent, qui sont pas d'accord, qui sont jaloux que des gens fassent de l'argent. Donc voilà, il y a des vraies brigades maintenant qui circulent dans Paris et qui font le tour, même s'ils sont très peu nombreux et que par rapport au nombre d'annonces, je crois qu'il y en a 30 000, même plus à Paris. C'est ridicule, c'est dérisoire. Mais voilà, je vous le déconseille à Paris. En tout cas, à Paris, personne n'est en règle. La mairie de Paris a mis en ligne une carte des meublés de tourisme qui étaient en règle. On voyait qu'il y en avait peut-être une dizaine, quelques dizaines en règle sur voilà, les 30 000 qui y a à Paris. Donc c'est ridicule. Mais pourquoi ça pose problème? Tout simplement parce qu'il y a plusieurs points. Il n'y a pas de contrôle sur la quantité de blagues qui est effectuée par les propriétaires non sérieux. Donc voilà, il y a un manque à gagner pour l'État en termes d'impôts, de taxes de séjour, de choses comme ça. Il y a beaucoup de sous-location illégale, donc voilà, de personnes qui louent sur Airbnb sans être propriétaires. Elles font des sous-locations sans l'avis sans l'autorisation du propriétaire ou en faisant des bénéfices. Il faut rappeler que la sous-location en France, en tant que particulier, elle est illégale. Enfin, elle est légale tant qu'on ne fait pas de bénéfices. Et donc voilà. Et ça peut être un bon point pour vous parce que la restriction peut être un gros avantage. Alors, pardonnez-moi, j'ai juste branché mon Mac pour pas que ça coupe. Hop. Hop, ça serait bête que je vous perde. Donc voilà, la restriction peut vraiment être avantageuse pour vous parce que voilà, si on supprime tous les gens qui font de la sous-location illégale, ben voilà, ça fait moins d'offres sur le marché pour autant de demandes, voire plus. Donc vous pouvez contrôler vos prix et potentiellement les augmenter. Donc c'est vraiment très intéressant. Donc voilà, même si avec les attentats, cette année, la France a perdu, il me semble, 1 milliard de recettes de tourisme. Donc voilà, on ne va pas en parler, là c'est aussi autre chose, mais l'écrémage en tout cas de ces sous-locations illégales peut être un avantage pour les propriétaires sérieux. Et puis il y a aussi la concurrence déloyale pointée du doigt par les hôteliers. Là aussi, on ne va pas en parler, ça serait un vrai débat entier. Ce n'est pas l'objet de cette conférence. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça chauffe. À New York, d'un bloc à l'autre, c'est autorisé ou pas. À Londres, c'est pareil, d'une rue à l'autre. À Madrid, il faut maintenant poser une plaque sur son appartement et il y a un nombre de nuits minimum pour louer. À Barcelone, c'est la même chose. À Barcelone, vous savez, il y a beaucoup de nuisances. Du coup, beaucoup de fêtards, vous savez, c'est connu pour ça. Du coup, voilà, ils en ont marre des touristes qui viennent, qui font n'importe quoi, qui sont bourrés, qui vomissent. À Berlin, c'est complètement terminé. Normalement, on n'a plus le droit de louer de logement entier à Berlin. C'est entièrement terminé. Je crois qu'en ce moment, ça bouge un petit peu à Amsterdam, ça bouge aussi à Paris. Bref, c'est à surveiller. J'aime bien cette citation d'Honoré de Balzac qui dit que les lois sont des toiles d'araignée à travers lesquelles passent les grosses mouches et où restent les petites. Donc voilà, peu importe ce qui sera légiféré, peu importe ce qui va passer, il y aura toujours des solutions pour contourner un peu la loi de manière légale, hein, toujours. Comme on l'a vu tout à l'heure, si la loi sur le financement de la sécurité sociale passe, on pourra être en société, il y aura des solutions pour toujours continuer à générer de l'argent. Pour aller plus loin, si ça vous intéresse le business de la location saisonnière du meublé de tourisme, j'ai une formation qui est entièrement dédiée à ce business. Donc voilà, dans cette formation, on apprend vraiment tout sur la location saisonnière. Je vous ai mis un petit peu les chapitres ici. Il y a 30 chapitres pour plus de 8 heures de vidéo. Donc, comment choisir le bon bien, comment analyser la demande locative dans votre secteur, comment faire un bon prévisionnel pour être sûr que votre affaire va rouler. Comment bien choisir votre mobilier? On ne prend pas le même mobilier pour du saisonnier que pour d'autres investissements. Comment faire le bon prix pour votre unité de manière à gagner l'argent qu'il faut gagner, ne pas laisser d'argent sur la table. Comment rédiger son annonce dans le moindre détail avec comment dire, le bon marketing. Quelle assurance choisir? On ne choisit pas non plus la même en saisonnier qu'en location long terme par exemple. Les différentes plateformes où il faut mettre votre annonce. Certaines plateformes ramènent vraiment beaucoup d'annonces. Comment trouver vos clients? Est-ce que les gens vont détruire votre appartement? Quel outil marketing utiliser? Comment déléguer et comment faire en sorte de gagner un temps fou avec l'échange, lors des échanges avec vos clients et vos prospects? Les impôts et le juridique dans ses moindres détails. Comment bien photographier l'appartement? Quels sont les dangers de la location saisonnière? Les dessous de mes investissements à moi et différentes interviews, témoignages de loueurs aguerris et des vidéos en direct de comment ça se passe, un check-in, un check-out. Bref, vous voyez qu'on voit un petit peu tout de A à Z. Vraiment, si la location saisonnière est un business qui vous intéresse aujourd'hui, vous devriez vraiment songer à vous procurer cette formation. Elle est vraiment très complète. Vous avez accès à un groupe privé Facebook dans lequel ça regroupe plusieurs investisseurs en saisonnier notamment. Donc voilà, il y a une vraie entraide. Donc voilà,
Pour vous remercier d'avoir suivi cette conférence, j'avais justement prévu un lien spécial avec une réduction de moins 50% sur cette formation. Donc, je vous invite à recopier ce lien. Je vais laisser un petit peu cette diapositive et je remettrai également ce lien sur YouTube dans la barre de description et sur le blog si vous êtes sur le blog, ainsi que des liens commentaires. Mais voilà, en passant par ce lien, vous pouvez bénéficier de moins 50% sur la formation et vous avez bien sûr quand même accès à tous les bonus. Ça, c'est quand même offert pour vous. Donc voilà. Je devais rebondir suite à ça sur une session de questions-réponses. Malheureusement, on ne peut pas la faire puisqu'on n'est pas en direct, mais posez-les bien dans votre barre de commentaires ci-dessous et j'y répondrai avec plaisir. Vous pouvez me contacter également à cette adresse email si vous avez la moindre question, raphaël@clubmillionnaire.fr. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette conférence. J'espère vous retrouver donc à l'intérieur de la formation, peut-être pour échanger avec vous sur votre business, faire connaissance, vous donner plus de conseils. J'espère que cette formation, cette conférence vous a plu et moi je vous dis à très très bientôt. Je vous souhaite de très bons investissements et je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Ciao ciao.